Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur App & Foot et dans cette toute nouvelle vidéo, on va revenir 2-3 minutes sur le match et la victoire parisienne face au Havre, 3-0. On va bien entendu faire une revue d'effectifs en vue de la confrontation en Champions League mercredi prochain face à Tottenham Hotspur, voir les qualités de l'adversaire, voir nos forces en présence et on finira la vidéo avec quelques infos, quelques potins et on finira par déterminer qui a la meilleure attaque en Champions League en prenant en compte bien entendu l'adversité de chaque équipe jusqu'à présent. Donc c'est parti, générique. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, Champions League. Odet, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. C'est parti pour cette toute nouvelle vidéo. On attaque directement les compos et les statistiques du match face au Havre. Victoire parisienne, 3-0. Et en 2-3 minutes, je vais vous dire tout simplement chronologiquement comment j'ai ressenti ce match. Alors déjà, pour ma part, c'était un match agréable à regarder, qui fait honneur à la Ligue 1. Enfin, un adversaire, un coach adverse qui met en place une tactique plutôt offensive. Et ça fait plaisir. Il y en avait marre des bus. Hashtag Nice. Et bizarrement, face à Marseille à domicile, ils n'ont pas mis le bus et se sont pris 5-1. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous déplacez au Parc des Princes, certes, c'est compliqué pour chaque équipe du championnat de Ligue 1. Mais néanmoins, il y a des équipes avec des atouts à faire valoir. Donc rien que pour ça, bravo à l'équipe du Havre. Donc voilà, le match a commencé. Je me suis dit, bon, comme d'habitude, petite équipe entre guillemets, le PSG arrive en trottinant en mode diesel. Une équipe ultra remaniée, on peut le voir. Hormis Chevalier, Vitinha et Nuno Mendes. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle. Il a fait les 90 minutes. Donc ça, pour le coup, ça me surprend, sachant qu'il revenait de blessure. Donc c'est qu'il est vraiment en très grande forme. On a eu Chevalier, Zahir Emery, Zabarni, Beraldo, Mendes. Milieu de terrain, Neves, Vitinha, Mayoulou. Et une attaque composée Kangin, Gonzalo Ramos et Mbaye. Donc là, on peut voir directement sur la compo que notre flanc droit a très bien marché. Le gauche a eu quelques difficultés. Mais voilà, je vous dis comment j'ai vu le match. On a attaqué les 10 premières minutes avec notamment une grosse frayeur sur une tentative de fusion de Kangin et Vitinha. Ça a failli marcher. Je vous garantis que ça a failli faire un Litinha. Ouais. Et quel joueur ça aurait été, sincèrement. Trêve de plaisanterie. On a eu sérieusement une grosse frayeur sur le genou de Nuno Mendes sur une intervention défensive. J'ai failli me dire, oh putain, merde, c'est reparti. C'est reparti pour des mois et des mois. Pour moi, sur cette action, je ne le voyais absolument pas se relever. Donc, grande nouvelle pour nous. Il n'y a rien eu. Il a continué le match en plus en étant ultra performant. Quand on revoit l'action, c'est la cheville qui tourne, le genou aussi, et malgré tout, les choses ont été remises en place, bizarrement. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a eu une énorme chance que Nuno Mendes ne se retape pas une grosse blessure, sincèrement. Donc voilà, le match se poursuit. Un face-à-face de Keshta, joueur du Havre, remporté par Lucas Chevalier. Premier gros arrêt de la soirée pour lui. Et sincèrement, Beraldo me fait beaucoup peur. Bon, là, on va dire que c'est un match à notre portée, même à 10 contre 11, on l'aurait certainement gagné. Mais avec un adversaire type Ligue des Champions, je suis désolé. Il manque d'intelligence dans ce jeu. Il s'en tire avec la note de 7, mais moi, sincèrement, c'était plutôt du 6, voire du 5,5. Ce match, je ne l'ai pas beaucoup aimé, Beraldo. Donc voilà, c'était petite parenthèse sur ce point. À la 23e, on a une action d'Mbaye face à face avec un retour du défenseur adverse. Donc là, dommage, il tergiverse un peu trop à tirer. Et voilà, du coup, il a même pas pu tirer. Et tout simplement, un manque d'efficacité. C'est dommage, Mbaye, parce qu'il a montré de bonnes choses. Je vais arrêter de lui taper dessus quand il est plutôt bon. Donc là, sur ce match, il a plutôt apporté. Mais comme d'hab, pas de stats, pas de passe D, pas de but. C'est ça qui me dérange chez les Titi. Mais bon, il faut leur laisser le temps. On verra bien plus tard quel genre de joueurs ils seront. Je note un gros arrêt de Chevalier à la 24e minute avec un Beraldo qui se jette dans le vent, qui se fait complètement aspiré par l'attaquant Havrais. Du coup, grosse parade sur un angle fermé. Donc voilà, première alerte pour moi, je la signale à la 24e minute. Le Havre qui commence à prendre confiance. Je vous rappelle qu'il y a toujours 0-0 à ce moment-là. Et du coup, 4 minutes plus tard, à la 28e, heureusement, on a un Nuno Mendes qui nous centre. Un ballon qui passe devant tout le monde, qui se retrouve au deuxième poteau. Kangin tout seul, pas marqué du tout. Et lui, s'il n'est pas marqué, eh ben il marque. Voilà, ce qui fait 1-0. Je note à la 37e l'occasion du Havre, Keshta avec un arrêt de Chevalier encore une fois. Donc est-ce que c'est Nuno Mendes qui était trop haut à chaque fois? Mais le danger arrivait toujours sur notre flanc gauche. Ah oui, il y a un truc que j'ai trouvé hallucinant. Et je vais vous donner au moins une petite dizaine de secondes pour trouver le détail. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc oui, vous voyez effectivement le but de Neves. On va y revenir tout à l'heure. Mais sur cette image, avec un froid glacial comme ça, il a neigé, je vous rappelle. Donc voilà, le seul joueur étant en manche courte était Joao Neves. Tous les joueurs de notre effectif étaient en manche longue. Les joueurs adverses pareil. Et j'ai envie de vous dire, même dans le stade qui avait les manches courtes comme ça, le seul joueur dans tout le stade qui était comme ça, c'était Joao Neves. Ce mec n'a peur de rien. Ce mec est un monstre physique. Un abattage sur le terrain, c'était incroyable. Il est vraiment toujours à l'ancienne. Manche courte, maillot dans le short. C'est vraiment un exemple à suivre pour la jeunesse qui souhaite devenir footballeur. Voilà. Ma petite parenthèse sur ce joyau. Je pourrais pas dire mieux pour le décrire. Un vrai guerrier. Donc voilà, le match se poursuit à la 42e. Nuno Mendes qui redistribue un caviar en retrait. Mbaye tout seul qui nous la fout au-dessus. Eh ouais. C'est l'efficacité qui pêche dans notre attaque actuellement, surtout quand l'équipe est remaniée. C'est bien dommage. Sachant que même une minute plus tard, Ramos qui nous fait une frappe ultra molle, malgré de bonnes combinaisons. Lui aussi, Ramos n'a pas été dedans, sincèrement. Et ça confirme une fois de plus qu'il n'est pas fait pour être titulaire au sein du Paris Saint-Germain. Ça reste un super sub. Sincèrement, il faut lui laisser que 15 minutes les fins de match.
il faut arrêter de persister avec Ramos. Je vous rappelle qu'on était face au Havre. Donc je vais pas cracher sur Gonzalo parce qu'effectivement, grâce à lui, on a obtenu la Super Coupe d'Europe. Grâce à lui, on a obtenu 2 points de plus face à Nice pour un but à la dernière seconde. Ainsi de suite. Il est ultra utile dans certains scénarios de match. Mais sur ce type de match, il en a fait trop peu, je suis désolé. T'es face au Havre. Pour moi, c'est triplé normalement, ce genre de match. T'as eu de quoi te mettre en évidence. Et j'ai l'impression qu'il lui faut vraiment de la difficulté. Mais bon voilà, la mi-temps arrive comme ça. On reprend la deuxième mi-temps de plein pied. 51e Mba, il la joue solo, dommage. Il tire en oubliant 3 coéquipiers dans la surface. Donc voilà, faudrait vraiment arrêter de faire l'autruche et un peu lever la tête. Et vous verrez que les meilleures solutions sont pas celles que vous prenez. Je parle bien entendu à tous ces petits titis qui essayent de se mettre en évidence. Mais il ne faut pas oublier le collectif. À la 55e, on a l'entrée de Barcola sans moustache. Et pour le coup, un Barcola imberbe est un Barcola Prime. Donc il rentre à la place de Lee, qui a fait une très bonne prestation, il faut le souligner. À 59e, exactement, entrée de la neige. Et je vous parle pas d'un joueur de foot dont le nom serait la neige, je vous parle effectivement des flocons qui ont commencé à tomber sur le stade. Donc voilà, heureusement que l'équipe courait un peu partout pour se réchauffer parce qu'il faut y penser, hein. Les conditions sont très difficiles pour un joueur de foot actuellement. Donc voilà, 61e, on a un coup franc pour le Havre, très bien tiré et un très bel arrêt de Chevalier parce qu'il n'y a que 2 joueurs dans le mur et il se disloque complètement. Donc voilà, il ne pouvait pas compter sur un mur en place. Lucas Chevalier fait de nouveau un arrêt, donc très bonne prestation pour lui, ça lui remet en confiance. Mais ce genre de prestation, bien entendu, on l'attend en Ligue des Champions pour avoir un match référence enfin. 62e, Hernandez, Diantou, sortie de Beraldo et Ramos. Et à la 64e, le but de Neves, buteur, a suivi l'action avec une récupération haute de Zaïre Emery. Très bon match pour lui aussi ce soir. Et Barcola qui s'y prend à 2 fois avant que João Neves n'ait plus qu'à la glisser directement. Du coup voilà, on décoince un peu cette situation qui était un peu dangereuse à 1-0, à 2-0. Voilà, la confiance est là et on sait que le PSG, quand il mène de 2 buts, ça déroule. Très rarement tu verras une équipe remonter le Paris Saint-Germain dès que l'équipe mène de 2 buts. 69e, occasion du Havre, grosse frappe sur le poteau de Soumaré. 70e, l'entrée de Gvara, plutôt intéressante contre Mayoulou et Ruiz pour Vitinha. Et du coup on attend jusqu'à la 86e pour la passe D de Gvara sur le but en profondeur de Barcola et enfin un 1v1 remporté par Barcola. Je me disais quand est-ce que ça va arriver, ça y est. Ça a été difficile, d'ailleurs on le voit sur la frappe, tous les goals ne se la seraient pas pris celle-là. Ça fait quand même vraiment du bien pour Bradley qui se remet en confiance pile poil au bon moment, juste avant la Champions. Et voilà, pour ma part c'était un match consistant, avec pas mal d'occasions, plutôt propre à regarder, ça fait une bonne pub pour la Ligue 1, il n'y a pas eu de blessure. Et c'est tout ce qui importe, la victoire, on repasse devant Marseille, voilà, on les laisse pas espérer, on garde ces 2 points de confort devant, en attendant de passer la seconde, je pense, dès l'année prochaine, pour mettre une dizaine de points d'écart. Parce que voilà, on va pas les laisser espérer longtemps. Hein. Donc voilà pour le coup, direction la Champions, ce qui vous intéresse bien entendu dans cette vidéo. Et on se retrouve du coup mercredi prochain face à Tottenham. Tiens, comme on se retrouve. Je vous rappelle qu'on les a battus en Super Coupe d'Europe avec un scénario de folie, mené 2-0, reprise à 2-2. Merci Tanguy Lee, merci Gonzalo Ramos pour soulever le premier trophée de la saison et un trophée européen en plus dans l'armoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous ai tout simplement mis le classement actuel après 4 journées avant d'entamer la 5e. Le Bayern est premier avec 12 points, Arsenal pareil, les seules équipes à avoir fait un carton, un 4 sur 4, voilà, amplement mérité. Et d'ailleurs, ils se retrouvent pour la confrontation de la première place, Arsenal-Bayern de Munich. C'est un gros match et les diffuseurs ont eu l'ingénieuse idée de le programmer mercredi aussi. Donc voilà, c'est un match que je ne verrai pas en direct. Mais voilà, d'ailleurs en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout, on va vous faire les pronos de quelques grosses affiches et je vous donnerai tout simplement mon avis. Sachant que jusqu'à présent, on a 90% de réussite sur les pronostics. Donc voilà, on retrouve notre Paris Saint-Germain 5e actuellement et notre adversaire du soir qui sera Tottenham, et bien 10e à seulement 1 point derrière. Donc la phase du top 8 à la phase de barrage, il n'y a qu'un pas. Voilà pourquoi ce match pour moi va être charnière dans le parcours qu'on aura, parce que là à 12 points déjà tu t'assures premièrement ta qualification, que ça soit en barrage ou en top 8. À 12 points tu es assuré de faire partie du gratin et de continuer l'aventure. Pour se rendre compte du niveau de l'adversaire, on part directement les 9 derniers matchs à domicile du Paris Saint-Germain ainsi que les 9 derniers matchs à l'extérieur de Tottenham. Et là on peut se rendre compte tout simplement que c'est plutôt pas mal visuellement pour les deux équipes, mais à voir l'adversité. Donc je suis parti du point de la Super Coupe d'Europe pour vous montrer la forme des deux équipes. Le Paris Saint-Germain l'avait emporté au tir au but. Voilà pourquoi une victoire 3-2. Tottenham avait bien commencé son championnat malgré tout avec une victoire à l'Etihad Stadium de Manchester City 2-0. On avait un City à l'époque du coup pas vraiment encore en place. Malgré tout, je ne les trouve pas ouf non plus actuellement. Ils viennent de perdre à Newcastle 2-1 et j'ai regardé ce match et voilà, ils ont aussi des manques. Voilà pourquoi je ne positionne pas City comme un gros cador. Je ne prends pas en compte cette victoire surtout en début de championnat de Tottenham. Et voilà, on peut se rendre compte que sur le coup, en fait, il n'y a pas de gros déplacements pour eux. Une victoire 3-0 à West Ham malgré tout. Et après ça, c'est plutôt compliqué avec un 2-2 à Brighton qui reste une très bonne équipe anglaise. Cependant, ce n'est pas une équipe top cador. On a vu en Champions League de réelles difficultés à l'extérieur pour Tottenham avec un match nul, 2 buts partout à Bodo Glimt. Peut-être les conditions météorologiques ne permettaient pas d'être optimales sur leurs conditions physiques. Néanmoins, ils n'ont pas su arracher cette victoire avec un adversaire plutôt à leur portée. On a une victoire à Leeds 2-1. Encore une fois de plus, un match nul en Champions à Monaco. Là où Monaco méritait de gagner sur ce match avec le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Donc voilà, beaucoup de difficultés. Malgré tout, une victoire à Everton 3-0. Là où tout le monde va gagner à peu près. Et voilà, une défaite à Newcastle 2-0. Voilà, pour vous dire que dès que l'adversité
et dès que l'intensité monte d'un cran, Tottenham n'est plus là. On va le voir certainement cet après-midi, ils vont jouer à l'Emirates Stadium à Arsenal pour un derby londonien. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, bien entendu, le match n'a pas du tout encore commencé. On verra les forces en présence à l'issue de ce match, mais je présume qu'ils vont quand même y laisser des traces et des forces, que ça soit au niveau blessure ou forme tout simplement, voire même s'ils prenaient une déferlante à Arsenal, mais eux aussi jouent un gros match face au Bayern, donc pour moi, ils ne pousseront pas, ça ne sera pas une victoire large si jamais Arsenal venait à s'imposer. Donc voilà, quant à nous, depuis Tottenham, on a commencé le championnat assez timidement avec une victoire face à Angers, 1-0, victoire contre Lens, 2-0, victoire en Champions pour les débuts, 4-0 face à l'Atalanta, rebelote avec une victoire face à Auxerre, 2-0. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le vlog que j'ai fait là-bas, je vais vous le mettre en fiche directement. On a eu un petit contretemps face à Strasbourg, 3 buts partout. On se rappelle qu'on était mené et qu'on y a été au mental pour ne pas perdre à domicile. Donc voilà, Nice pareil, une victoire au forceps à la dernière seconde, merci Gonzalo Ramos. Avant ce match contre le Bayern, plutôt une deuxième mi-temps maîtrisée, mais à 11 contre 10 bien entendu. On a eu sur cette dernière journée de Champions un Bayern plutôt convaincant face à Paris. Ils ont résisté à 10 contre 11, très grosse performance pour eux. Donc voilà, en plus c'était mérité. Le PSG n'a pas produit grand chose hormis à 11 contre 10. Et voilà, c'était notre incident de parcours sur les matchs à domicile depuis le début de saison. Et là on vient de s'imposer du coup face au Havre, 3-0 en ayant fait une revue d'effectifs. Pour un match de retour de trêve, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, on aborde cette rencontre face à Tottenham avec une grosse mentalité, une grosse confiance. Premier en championnat, c'est ce qu'on voulait. Plutôt pas mal en Champions, avec seulement une défaite face à un ogre bavarois. Donc voilà pour la forme du moment. Et on se retrouve directement, du coup, 5e actuellement de la Champions. Il suffirait d'une défaite de plus pour qu'on nous passe devant, pour retomber dans les travers et dans ce ventre mou qui nous ferait accéder à un barrage, chose qu'on veut éviter bien entendu cette année avec le calendrier. Si on pouvait s'éviter 2 matchs de plus, ça serait plutôt pas mal. Donc moi, ce que je pense de cette équipe de Tottenham, c'est que c'est une bonne équipe anglaise. Cependant, ces derniers mois, on aime bien les équipes anglaises, hormis Chelsea, avec qui on a des choses à régler. Mais pour ma part, Tottenham ne fera pas l'affaire au Parc des Princes. Avec un PSG plutôt bien reposé, quelques retours très intéressants, notamment Nuno Mendes. Ils ont vraiment pas mal d'absents Tottenham, je les avais listés. Donc voilà, on peut noter Dominique Solanke, blessé de longue date. Toujours l'absence préjudiciable pour eux de James Maddison, Kulusevski, Dragusin, Takai, Bissouma, eux aussi ne seront pas de la partie. Matistel n'est pas lui-même enregistré pour la liste de la Champions League. Et une grosse absence préjudiciable pour eux, c'est Brennan Johnson qui a été suspendu du coup avec son carton rouge sur la dernière journée. Avec un Pape Matar Sarr plutôt incertain pour ce match qui a reçu un coup pendant cette trêve internationale. Il y a aussi Lucas Bergvall qui a eu quant à lui une commotion cérébrale, donc voilà, il est toujours en protocole. Enfin voilà, pas mal de joueurs amoindris chez eux. Et nous c'est pareil, mais on revient plutôt bien. On aura toujours, je pense, notre ballon d'or Ousmane Dembélé qui sera sur un protocole de reprise. Pour moi, on va pas prendre de risques, même face à Tottenham. Nuno Mendes est une très bonne nouvelle pour nous, sachant qu'il a l'air à 100%. Donc voilà, Hakimi, vous le savez, ne va pas reprendre avant la fin du mois prochain et encore. Désiré Doué est quant à lui attendu potentiellement pour la Coupe intercontinentale. Et voilà, de notre côté, je sais pas si Zabarni avait pris 2 matchs de suspension par rapport à son carton rouge direct à Leverkusen. À vérifier en tout cas, mais du coup, ça serait Marquinhos qui prendrait part à la rencontre, si jamais tel était le cas. Après voilà, il n'y a pas d'accord de prêt, donc forcément, Kolo Muani sera disponible à jouer contre nous. Xavi Simons, le retour au parc. Il y a quelques joueurs à gérer, bien entendu. Ils ont quand même du potentiel. On pense à Kudus qui sera présent. Donc attention, mais gardons confiance face à cette équipe. On a l'ascendant psychologique, j'estime. On est devant eux au classement. On sera surtout devant nos supporters au Parc des Princes. Et Tottenham n'est pas une équipe qui se déplace en totale confiance à l'extérieur. Donc voilà, pour ma part, j'estime que la victoire va nous revenir avec un score de 3-1. C'est mon choix final, je valide. Pour moi, le score final sera 3-1 avec un Kvaratskhelia des grands jours pour moi qui mettra au moins son petit but face à eux. On attend bien entendu un grand Lucas Chevalier. Puis voilà, j'estime qu'on est une meilleure équipe qu'eux et que ça va se voir sur le terrain dès mercredi. Dites-moi en commentaire, bien entendu, le score exact que vous voyez sur cette rencontre. Et directement, on va s'intéresser à qui a la meilleure attaque de Champions, en commençant par l'attaque du Real. Actuellement à 8 buts en 4 journées dans cette compétition et seulement 2 buts encaissés. Bon, l'adversité était très moindre pour moi, hormis leur défaite à Liverpool. Donc leur place de 7e est assez logique pour moi, avec 9 points, comme le Paris Saint-Germain, comme Newcastle, comme Liverpool, comme Galatasaray. Voilà, l'adversité n'est pas la même pour tous. On le sait, mais ce n'est pas une excuse. Voyez le Bayern et le Paris Saint-Germain qui ont hérité des pires calendriers et on est toujours positionné dans le top 8. Donc voilà, j'ai choisi pour ce classement 6 équipes qui j'estime, selon le calendrier qu'ils ont eu bien entendu, à prendre avec des pincettes et non pas que au niveau des buts marqués. J'estime que le Real Madrid est la 6e attaque de cette Champions pour ces 4 premières journées. Avec un Vinicius plutôt en forme, un Mbappé ultra stratosphérique actuellement, il faut le dire. C'est lui qui tient à lui tout seul l'attaque du Real Madrid et un Arda Güler que j'ai positionné à droite, même si Bellingham peut prendre ce poste-là. Voilà, pour moi, c'est l'attaque titulaire du Real actuellement. En 5e position, j'estime que l'attaque du Barça est à la bonne place, sachant qu'ils sont 11e du classement avec 12 buts marqués en 4 journées et 7 buts encaissés. Donc là, on parle bien entendu seulement de l'attaque. Pour moi, cette attaque qui est titulaire, c'est Rafinha, Lewandowski, Yamal. S'il n'y a pas de blessés, c'est celle-là. Et du coup, je la positionnerai 5e de ce classement. Bien entendu, 11e, j'estime que d'ici la 8e journée, ils seront positionnés bien plus haut.
voire un top 8 pour moi. Il devrait réintégrer ce top 8 assez rapidement. Et du coup, je place 4e l'attaque de Liverpool. Oui, vous allez me dire, mais ils sont vraiment nuls en ce moment. Oui, nuls en Première Ligue. Cependant, en Champions, tout va bien pour eux. Actuellement, 8e borderline sur le top 8 du coup. Ils ont planté 9 buts, mais je prends aussi l'adversité qu'ils ont eu aussi. Donc pour moi, je les place bien entendu 4e de ce classement des top attaques. Et pour moi, l'attaque titulaire est composée de Gakpo, Isaac et Salah. Malgré un Isaac complètement calamiteux sur ce début de saison, à croire que Liverpool s'est fait entuber par Newcastle. 150 patates pour le rendement qu'il a actuellement. Oui, c'est très cher payé. Cependant, quand ils vont vraiment se mettre en route, et Kitike va perdre sa place pour moi à Isaac, avec un Isaac sur les pattes. Donc voilà, j'estime que cette équipe est 4e pour moi de la Champions au niveau attaque, au niveau des équipes que je n'aimerais pas rencontrer par exemple. Salah ne va pas rester dans cette forme indéfiniment, bien entendu, il va commencer à planter les buts et vous allez le voir, notamment face à Marseille. On enchaîne l'équipe que je place, bien entendu 3e de cette Champions, et tout simplement Arsenal, un rock défensif, mais aussi une force d'attaque avec 11 pions marqués en 4 journées, très impressionnant. L'équipe type, je la composerai avec Eze, Gyökeres et Saka. Des joueurs plutôt en bonne forme actuellement, hormis peut-être Eze, mais je ne place pas Martinelli devant. Eze, vous verrez, il vient d'arriver, c'est une nouvelle recrue, donc le temps qu'il s'adapte, vous verrez que cette équipe d'Arsenal va faire des prouesses. C'est une équipe que je vois bien entendu dans le dernier carré une fois de plus cette saison en Champions, à moins qu'ils se fassent rattraper en Première Ligue, mais ils peuvent vraiment sincèrement aller loin cette année avec l'assise défensive qu'ils ont, 0 but encaissé sur ces 4 premières journées de Champions. On verra face au Bayern, je ne pense pas qu'ils vont clean sheeter ce Bayern actuel, mais voilà, surtout avec un Gabriel qui vient de se blesser, donc peut-être les premiers buts encaissés dès mercredi. Néanmoins, niveau attaque, je les vois aussi performants. Donc voilà, j'enchaîne avec le deuxième du classement selon moi. Il s'agit bien entendu de notre Paris Saint-Germain, cumulant à 14 pions déjà en 4 journées. Merci à Leverkusen avec lequel on en a pu en placer 7. Mais voilà, très performant quand l'équipe est au complet du Paris Saint-Germain. On est top 2, top 3 mondiaux. Pour ne pas dire qu'on est la meilleure équipe d'Europe, peut-être pas actuellement, mais bien entendu, dès qu'on aura retrouvé tous nos joueurs et notre forme, on est forcément les favoris de la Champions. Avec une telle armada offensive, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, quand on aura retrouvé nos 3, je peux vous dire que ça va faire très mal aux défenses adverses et que la Ligue 1 va prendre 10 points d'écart directement. Donc voilà, pour moi, on est 2e et je place bien entendu 1er le Bayern de Munich qui m'impressionne offensivement. Ils viennent de claquer encore 6 buts à Fribourg. Fribourg qui menait 2-0, je vous rappelle, à l'Allianz Arena. Et ça les a pas empêchés de les torpiller en très peu de temps. Donc voilà, une attaque composée de Luis Diaz, Harry Kane, Olise, elle fait peur sur papier. La vérité, c'est qu'elle fait peur. Et que performer face à cette équipe est très compliqué. Je les place dans les favoris, bien entendu, pour la Champions. Et c'est une équipe qu'on retrouvera forcément dans le dernier carré. Hormis s'ils nous rencontrent avant. Je suis désolé, faut pas nous croiser. Donc voilà, directement, dites-moi ce que vous pensez du classement. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que vous aurez fait le même? Dites-moi tout ça en commentaire, tout simplement. Et je vais partir directement sur quelques petits pronos que j'ai vus. On va voir les plus grosses affiches, bien entendu. J'ai pas le temps de faire toute la liste. J'ai analysé quelques matchs, notamment le Chelsea-Barcelone de mardi prochain. Donc c'est typiquement le match que je vais regarder en live et en direct. Chelsea plutôt en forme avec un Barça qui vient de torpiller Bilbao 4-0. Et pour moi, dans ce match, je partirai tout simplement d'une part sur les deux équipes qui marquent. Pour moi, c'est assuré que chacun mette un but au moins. Avec, vous allez pas me croire, mais je vois plutôt une victoire de Chelsea à Stamford Bridge, notamment parce que Pedri est incertain, Rashford aussi est malade, donc je ne sais pas s'il sera rétabli d'ici mardi. Donc voilà, c'est deux éléments actuellement très importants pour Barcelone et je les vois flancher à Stamford Bridge avec une ambiance à l'anglaise. Donc voilà, victoire de Chelsea avec les deux équipes qui marquent sur ce match. On a notamment un City Leverkusen. Bon là, il n'y a pas photo. Pour moi, Leverkusen va prendre une fessée à City. Donc je pars sur un City qui gagne par au minimum 3 buts d'écart. Mes chers amis marseillais, je vais vous donner mon pronostic pour le Marseille-Newcastle et malheureusement pour vous, je vous vois perdre tout simplement face à cette équipe anglaise qui vient de torpiller Man City chez eux 2-1 et je vous vois pas clairement mettre la même intensité qu'il faut pour battre ce genre d'équipe. Même si Newcastle se déplace plutôt pas très bien, on va se le dire, je vois quand même dans l'engagement une équipe de Newcastle supérieure à Marseille. Et factuellement, je me dis que tu peux pas flancher contre Marseille quand tu viens de battre Manchester City. Voilà pourquoi je vous vois vraiment pas gagner les Marseillais. Pas que je vous aime pas, un petit peu quand même, mais c'est que du foot. Donc voilà, sincèrement, je vous vois vraiment pas gagner contre Newcastle. Pour moi, c'est une victoire de Newcastle au Vélodrome. J'ai enchaîné sur les matchs de mercredi directement, simplement les grosses affiches. Donc on a le Arsenal Bayern de Munich, un match qui sent la poudre, effectivement. Et sur ce match-là, je vois pas beaucoup de buts déjà. Pour moi, ce match se finira à un but partout. Match nul sur ce match, sur cette énorme affiche. Arsenal se fera débloquer son compteur de buts encaissés. Pour moi, ça va être très compliqué pour eux de résister. Cependant, je ne vois pas le Bayern s'imposer là-bas avec l'absence de Luis Diaz qui est très préjudiciable, notamment au niveau des passes D et des buts. Voilà pourquoi s'il aurait été là, je serais parti sur une victoire du Bayern, mais là sans lui, je pars sur un match nul, un but partout. On a un Atlético Madrid Inter Milan et sur ce match-là, je vois les deux équipes marquées dans tous les cas, avec une victoire soit de l'Atlético ou une victoire de l'Inter Milan. Donc 1-2 et les deux équipes marquent. Il y aura forcément une victoire pour moi, ça pourra pas se terminer en match nul. C'est deux grosses équipes qui ont besoin d'avancer avec des vrais pas devant et pas stagner sur un match nul. Voilà, pour moi les deux équipes ça sera un match ouvert, mais il y aura forcément une victoire des deux. Donc l'un ou l'autre et les deux équipes marquent. Après voilà, il y a des matchs comme des évidences, donc voilà,
Liverpool devrait se débarrasser en Champions du PSV, même si ça marche pas en championnat, je sais qu'ils font l'affaire en Ligue des Champions. Le Real devrait s'imposer logiquement en Grèce du côté de l'Olympiakos, etc., etc. Le Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, pour moi, va gagner 3-1. Et voilà pour la partie prono. La vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Dites-moi-le en commentaire si vous avez été jusqu'au bout d'ailleurs. J'aimerais mettre en place un petit concours pour vous, ceux qui sont assidus et qui regardent complètement les vidéos en entière. Dites-moi-le, faites-moi le part en commentaire. Je vais faire un tirage spécialement pour vous faire gagner peut-être des places pour le Parc des Princes, tout simplement. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, je vous souhaite à la prochaine et bon match à tous, c'était Linux. Ciao ciao ciao.